Le cinéma français, à part des couples qui se disputent, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré devant un drame français? Et allez, les subventions. Enfin, pleurer par rapport à l'histoire, hein, pas par rapport à la qualité. Une comédie? Avec Franck Dubosc? Ah, original. Ah bah c'est sûr, le cinéma français c'était mieux avant, hein. Le cinéma français? Non, je cherche des arguments. Ah bah c'est sûr, quand on aime les trucs qui explosent de partout, c'est sûr qu'on préfère Michael Bay, hein. Voilà. Ça, c'est ce qu'on entend très souvent sur le cinéma français, sur les réseaux sociaux, en famille, en amis. Et c'est vrai que depuis ces 2 dernières décennies, il y a une certaine lassitude du public français à l'égard d'une production nationale qui serait assez peu diversifiée, notamment avec une quasi-absence de cinéma de genre. Alors, on a tous entendu, il n'y a pas de cinéma de genre en France, ok. Mais c'est quoi le cinéma de genre? Le cinéma de genre consiste en une typologie de films qui se construisent et se vendent auprès du public autour de gimmicks très précises, les rattachant à un genre cinématographique majeur. On peut donc parler de films d'action, de films catastrophes, de films de science-fiction, de films d'espionnage, films d'horreur, par extension un cinéma populaire que l'on oppose alors à un cinéma plus élitiste qui se réclame d'être un cinéma d'artistes, dans lequel on peut mettre la comédie, le drame, qui sont des genres peut-être plus universels que ces cinémas de genre-là et qui parlent plus des gens, de la culture, ce qui pourrait être le lien avec le cinéma d'artiste et le cinéma élitiste. Ça, c'est mon avis. Alors, il y a un biais auquel il faut tordre le cou tout de suite. Ce ne sont pas les genres qui déterminent la qualité des films. On peut produire exclusivement des comédies, des drames, et produire un très beau cinéma de qualité, d'artistes. D'ailleurs, les animés tranches de vie auraient pu parfaitement rentrer dans la catégorie des drames sociaux s'ils eussent été produits en France. Ça ne les rendrait pas moins intéressants. Bon, on va essayer de déblayer un petit peu tout ça. Déjà, il faut savoir que le cinéma français produit beaucoup de films. Ceci est dû aux aides de l'État dans le cadre de l'exception culturelle. Dans les années 2010, on est autour de 350 films produits en France par an, ce qui fait de notre pays le premier producteur européen et le 3e mondial derrière l'Inde et les États-Unis. Donc cool! Donc avec cette production pléthorique, quels sont les genres que l'on produit le plus? Est-ce que c'est vrai que l'on produit que des comédies et des drames? Je me suis permis d'extraire certaines données du site Sens Critique, qui liste des centaines de films à travers le monde. J'ai regardé ce qu'on a produit entre 2000 et 2019, j'ai enlevé 2020. Ce qui en résulte, c'est ça. Donc ça représente tous les films que l'on a produits et coproduits. Ça peut fausser un petit peu les statistiques, parce qu'on peut coproduire des films étrangers en langue anglaise, mais ça reste de la production nationale. Mais bon, déjà, ce que l'on voit, c'est une prédominance écrasante des drames, des comédies et des comédies dramatiques. Tout ça, ça représente près de la moitié de toute notre production depuis l'an 2000. Ça fait beaucoup de films. A noter quand même qu'il y a 0% de comédie romantique. Bon, ça je pense que c'est parce que chez nous, ça se confond avec la romance. Mais bon, on peut quand même voir le verre à moitié plein, hein. Près de 50% de notre production est consacrée justement à un cinéma de genre. Alors c'est bien beau de critiquer la production française, mais on peut aussi se comparer avec nos voisins européens pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport à eux. Donc j'ai pris les mêmes statistiques, mais pour l'Europe de l'Ouest. J'ai exclu l'Europe de l'Est parce que je pense qu'ils sont un petit peu trop différents culturellement. Voici la liste des pays que j'ai pris. Alors pour que l'on comprenne bien, j'ai mis le graphique en vert pour les genres supérieurs à la moyenne européenne, rouge pour inférieur et bleu lorsqu'il y a moins de 1% d'écart. Alors bien, on a toujours une très large dominance des drames, des comédies et des comédies dramatiques, mais en ce qui concerne l'animation, on reste supérieur à la moyenne européenne. On a une forte industrie d'animation, ce qui est cool. Je pense par exemple à Persepolis, Avril et le monde truqué, La planète sauvage, qui est un petit peu vieux, de René Laloux, hein, une petite pépite méconnue que je vous invite à regarder. On peut la voir sur Shadows. Je suis pas du tout sponsorisé, hein. Ma chaîne est largement trop jeune pour avoir un sponsor, mais voilà, vous pouvez la voir là-dessus. Quant au reste, on a une répartition assez similaire avec ce que font nos voisins, hein, avec malgré tout beaucoup moins de thrillers, beaucoup moins de films d'action, et quant à l'épouvante et l'horreur, c'est vraiment pas notre truc. On va quand même voir ce que l'on fait par rapport au cinéma américain, parce que c'est quand même la référence mondiale, donc voici le tableau. Alors bien, on a toujours une très large dominance des drames, des comédies et des comédies dramatiques. Vous le savez sûrement, l'industrie du cinéma américain produit beaucoup plus de films que nous, hein. Depuis 2010, on est en moyenne autour de 790 films produits aux USA par an, et je le rappelle, contre 350 en France.
en comptant les coproductions. Par contre, alors ça je m'y attendais pas, on est toujours au-dessus au niveau animation. Après évidemment c'est pas du Disney qu'on fait, c'est pas les mêmes budgets, on parle pas de qualité non plus, seulement de la répartition des genres, mais ça confirme qu'on a une vraie grosse industrie d'animation. Cocorico. Bon, et bien sûr, on se fait laminer sur le cinéma dit populaire, action, aventure, thriller, fantastique, science-fiction. Bon, on va dire qu'on s'y attendait un petit peu. Ce tour d'horizon, il confirme une tendance. Tout pays confondu, les comédies et les drames représentent la majorité des productions cinématographiques. Donc c'est pas étonnant de les voir prédominants en France. Cependant, les productions françaises sont plus importantes que partout ailleurs. Ce qui tend à penser que la critique qui consiste à dire « en France on produit que des comédies, des drames », bah ça vient pas de nulle part. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler du CNC car je compte en faire une vidéo dédiée. Mais il faut savoir que le CNC et les aides diverses, régions et autres, peuvent représenter légalement jusqu'à 50% du budget d'un film. Mais le CNC juge les scénarios avec des membres élus par leur pairs, donc avec un fort entre-soi artistique, ce qui serait une explication de la prédominance de certains genres. Les genres dits populaires sont assez peu représentés, et ceci même en comparaison avec nos voisins européens, qui ont une industrie, je la rappelle, beaucoup plus petite que la nôtre. Et on va prendre en compte un autre adage, « Ah, le cinéma français, c'était mieux avant !» Alors voici comment la répartition des genres a évolué en France depuis les années 20. Quoi ? Pourquoi pas avant les années 20 parce que c'est pas assez développé avant les années 20. Alors, depuis les années 2000, on fait très clairement beaucoup plus de drames. En revanche, au sujet des comédies, c'était entre les années 40 et les années 50 que l'on en a fait le plus. Un peu comme si on voulait se changer les idées. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les années 40 et les années 50. Mais le genre est, depuis les années 60, plutôt en baisse. Et ça correspond à l'idée que je m'étais faite avant mes recherches, l'âge d'or du cinéma policier, d'action français, ce qui correspond nous à notre cinéma populaire, on n'a jamais été très science-fiction et fantastique, ici en bleu et en vert, c'est clairement les années 50 et les années 60. Après, ça tombe assez vite. Eh ben dis donc, dans le clan des Manalaises, on est plutôt content de soi. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. C'est le cinéma de Bébel, de Delon, de Lino Ventura, et comédies d'action explosives, une époque où le cinéma français avait tendance à mettre en scène des héros, au sens américain du terme, qui save the day. Peut-être est-ce que c'est dû à une certaine vision que nous, Français, avions de nous-mêmes à l'époque. Et de quelqu'un d'autre que je ne nommerai pas. Par contre, et c'est à noter que même si le fantastique, l'horreur, la science-fiction sont très minoritaires, ils sont en augmentation depuis les années 2000. Donc, quand même, on va pas cracher dans la soupe. Juste un dernier truc sur le tableau, parce que c'est assez amusant de voir qu'au moment où la comédie, le drame et les comédies dramatiques étaient au plus bas, le cinéma de genre, donc le cinéma policier pour nous, il était clairement en augmentation, voire même à son apogée. Un petit peu comme si les deux genres, les deux tendances étaient en miroir. Je mets ça sur la table, voilà. Voilà, donc d'une certaine manière, en ce qui concerne la répartition des genres, oui, c'était mieux dans les années 60. Alors maintenant, pourquoi critiquer les comédies et les drames ? D'une certaine manière, on pourrait se dire, et alors ? Ça correspond au goût des Français, voilà, les Français préfèrent les comédies potaches et les drames. Oui mais non. Parce que le cinéma américain, il réalise des cartons d'audience en France, et ceci justement avec un cinéma de genre. Entre 2010 et 2019, oui j'ai encore enlevé 2020, sur les 11 premiers films du box-office, 11 c'est comme ça, Les genres qui cartonnent le plus en France, en comptant leur occurrence dans le top 11 et leur part de marché, bon, si vous voulez vraiment savoir comment j'ai calculé, voilà, c'est bon. Ok, donc en premier c'est les films d'animation, Disney, Pixar et autres, les films fantastiques, les comédies françaises, quand même, et enfin les films de science-fiction. Après, voici la liste complète des genres, du plus important au moins important. La comédie française est donc un genre qui plaît, ça c'est indéniable. Mais aucun drame français ne s'est hissé au top 11 du box-office depuis ces 2 dernières décennies. Alors qu'ils représentent à eux seuls 30% de toute notre production entre 2000 et 2019. Ça fait près de 2800 films. Les seuls drames qui se sont hissés au top du box-office, ce sont des drames américains. Et vous allez pas me dire que c'est parce qu'il y a plus d'effets spéciaux pour des drames. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une production
énorme et très peu de public. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je n'ai jamais dit que la qualité d'un film se juge que par son succès d'audience. D'ailleurs, en général, c'est le contraire. Ce que je veux dire, c'est que statistiquement, il y a tellement de drames produits en France que forcément, il devrait y en avoir un qui est au top du box-office, un qui devienne culte, un qui renouvelle le genre du drame. Le fait qu'il n'y en ait aucun, bah, ça veut dire deux choses. Un, que tous les drames sont produits avec les mêmes codes narratifs, et deux, que ces codes sont conformistes et insipides. Et tu peux me dire, oui, que les gens, ils ont pas compris, parce qu'ils sont passés à côté du génie de l'artiste, parce qu'ils sont pas éduqués cinématographiquement. Oui, tu peux, mais tu peux pas le faire sur 2800 films. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. Quant aux comédies, je ne l'ai pas précisé, mais la quasi-totalité des films français présents dans le top 11 du box-office, bah, ce sont des comédies avec vedettes. Et j'insiste, avec vedettes. Et cette comédie française, bon, on va attaquer un des cœurs du problème. Car cette comédie française, c'est un peu la comédie de Schrödinger. C'est à la fois la production la plus critiquée et la plus vue par les Français. Paradoxe. Depuis les années 2000, on a vu se développer plusieurs types de comédies françaises à grand spectacle, la comédie beauf, la comédie à l'américaine, les adaptations de BD franco-belges, la comédie de clichés, et plein d'autres que je ne vais pas trier parce qu'ils ne rentrent pas dans des grosses catégories. Mais je vais quand même parler de ce qui, à mon sens, est le pire style de comédie qu'il soit, c'est les films de potes. Dans cette catégorie, je mets Aladdin, Ala2, Robin des Bois, Vive la France, La Buzz, ou encore Brutus versus César sur Amazon Prime. Ce genre de comédie qui te fait ressentir qu'il s'agit d'une bande de potes qui se font de leur délire entre eux et dont le seul intérêt du film réside dans les têtes d'affiche. Et que toi, au final, tu vois 1h30 de private joke. Ce qui peut être bien, genre Brutus versus César, c'est bien, mais si t'enlèves les têtes d'affiche, bah... ça perd tout son intérêt en fait. Et le but d'un film, ça devrait pas être juste « Ah, regarde, c'est Thierry Lhermitte !» Alors oui, c'est subjectif, oui, c'est mon avis, et oui, il y a plein de comédies françaises qui sont très bonnes et qui ne rentrent pas forcément dans ces catégories. Mais ce qui est à mon sens une bonne photographie du cinéma de comédie français. Alors on revient toujours avec tout ça, mais c'est quoi le problème ? Bah, le problème déjà, c'est parce que toutes ces comédies se font avec les mêmes vedettes. Je peux vous les citer, hein, Cadmerade, Franck Dubosc, Danny Boone, Philippe Lachaud, Christian Clavier. Voilà, donc ça ce sont les plus connus, mais selon le rapport du Club des 13, qui est une critique très constructive de la profession envers le cinéma français, eh bien cette liste, elle serait autour de 50 personnes. Et ça soumet l'ensemble des équipes de tournage à l'emploi du temps surchargé des vedettes, beaucoup de films, peu de monde. Et le problème, c'est que ça donne un pouvoir énorme aux vedettes. Il y a des cas de réécriture de scénario pour justement mettre en avant la vedette, il y a de l'improvisation à outrance sur le tournage, ou pire, des changements de personnages pour correspondre aux personnages de stand-up des vedettes. Ce qui se voit beaucoup d'ailleurs dans les adaptations de BD franco-belges, parce qu'on connaît les personnages. Parce que oui, tous les noms que je vous ai cités, ce sont pour la plupart des stand-uppers, bon, à part Christian Clavier. Et ça, c'est pas anodin, ça vient du monde de la télévision qui a tendance, depuis les années 80, à déborder sur le cinéma. Depuis ces mêmes années 80, que ce soit pour les comédies ou les drames, les intrigues sont souvent assez simples, la mise en scène est bassement fonctionnelle, les caméras sont toujours quasiment au niveau des acteurs, il y a très peu de plans aériens. C'est pour ça d'ailleurs que le film Dans la brume était si différent de ce que l'on fait habituel, on n'avait quasiment jamais vu Paris comme ça, à part dans les films américains. Si vous l'avez pas vu Dans la brume, c'est exactement comme on voudrait que le cinéma français soit. Je peux pas dire mieux, hein. Alors moi je dis on, mais peut-être que c'est que moi. Hein. Mais surtout, on dirait souvent des téléfilms. Et ça, c'est pas qu'une impression. Dans les années 80, le cinéma français est en perte de vitesse. On peut l'imputer à plein de choses, les nouveaux blockbusters américains depuis Les Dents de la Mer en 78, le développement des VHS, l'arrivée de Canal+ en 84, bref, plein de choses. En 1986, l'État impose aux chaînes de télé des obligations d'investissement de production pour compenser le manque à gagner des entrées en salle. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les chaînes hertziennes non cryptées étaient déjà soumises à des quotas de diffusion, 60% d'œuvres européennes, dont 40% d'œuvres françaises. Mais à partir de là, les chaînes hertziennes ont aussi l'obligation d'investir 3,2% de leur chiffre d'affaires dans des films européens, dont 2,5% minimum d'œuvres en langue française. 75% de ces investissements doivent bénéficier à la production indépendante.
Quant à Canal+, elle doit réserver 17%, ce qui est pas rien, de ses investissements dans des films à petit budget, c'est-à-dire inférieur ou égal à 4 millions d'euros. Pour un film, c'est un petit budget. Et depuis la fin des années 80, les chaînes de télé qui ont dû investir sous la contrainte ont rapidement détourné cette obligation à leur avantage, en finançant des films ayant vocation à faire le maximum d'audience sur leur propre réseau, donc en utilisant les codes de la télé, plus que des codes du cinéma. Or, un téléspectateur, ça n'a rien à voir avec un spectateur de cinéma. Il n'a ni les mêmes attentes, ni les mêmes désirs, et ça peut être la même personne, on a une attente particulière quand on va au cinéma. Le cinéma, on attend d'être surpris, d'être choqué, de sortir de sa zone de confort. Le cinéma, c'est un média particulier. Il a aussi pour but de nous faire réfléchir. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a tant d'œuvres cinématographiques qui ont un sous-texte très fort, très non conventionnel parfois, engagé. Quant à la télévision, je ne vous ferai pas l'affront de vous sortir la très célèbre citation de Patrick Lelay sur le temps de cerveau disponible. Je sais que la télé est capable de belles choses, mais la logique des chaînes de télé ne sera jamais la même que celle du cinéma. Au cinéma, le client, c'est vous. C'est à vous que l'artiste parle. À la télévision, le client, c'est l'annonceur. Et ça change tout. Parmi les codes de la télé que l'on retrouve au cinéma, on a bien entendu la prédominance de l'humour, d'où le choix de produire beaucoup de comédies, une saturation des couleurs pour attirer notre œil vers l'écran, ce qui est très visible d'ailleurs pour Scène de ménage, dès qu'on l'allume, blah, couleur. Ce qui est le cas d'ailleurs pour quasiment toutes les productions de Franck Dubosc, c'est saturé en couleurs parce que ça nous attire l'œil vers l'écran. Parce que la télé, on peut faire autre chose en même temps qu'on regarde. La mise en scène est tout à fait correcte, fonctionnelle, pas de chichi, on va pas s'embarrasser avec de la mise en scène, et le politiquement correct correspond à la ligne éditoriale de la chaîne de télé. Et bien entendu, la prédominance des personnalités du petit écran. Évidemment. Voilà, et si vous vous demandez pourquoi les comédies dites médiocres, ou en tout cas brocardées comme telles, marchent autant, je vous rappelle que selon un sondage de 2018, on passe 3h36 par jour devant la télé, 4h49 depuis mars 2020, bon maintenant ça a dû quand même rebaisser, et aussi parce que les têtes d'affiche ont un fort capital sympathie. Au fil des plateaux télé, on apprend à les connaître, et il y a un espèce d'effet de halo qui se crée, et puis aussi, voilà, ça peut être des personnalités tout à fait attachantes. Et donc voilà, bon après on pourrait se dire qu'après tout c'est un jugement de valeur, que le cinéma français marche très bien comme ça, que c'est moi qui fais mon scrogneux parce que je suis abreuvé de codes américains avec des trucs qui explosent de partout. C'est pas faux! Mais 90% des films produits en France ne sont pas rentables au cinéma, je précise. Ceci vient d'une étude du CNC publiée en janvier 2014. Le système de production-diffusion des films français est un système à long terme. La majorité de l'exploitation commerciale d'un film se fera sur les réseaux de chaînes. C'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup de codes de la télé. Toujours selon le CNC, 80% des films produits font encore l'objet d'une exploitation commerciale 10 ans après leur sortie, et 9% sont encore exploités en salle. Au final, en comptant la diffusion télé et la vente de DVD, 40% des recettes du film sont réalisées 1 an après sa sortie, sans oublier la VOD. Bon, sachant que les films français sont assez peu représentés sur les grandes plateformes, en novembre 2019, sur Netflix, les films français ne représentent que 2,4% du catalogue, contre 4,6% de films britanniques par exemple, et 46% de films américains. Bon, Netflix c'est une plateforme américaine, donc c'est assez logique. Mais voilà. Après, je suis tout à fait conscient qu'au fil des ans, la manière de consommer le cinéma va changer, et peut-être que le cinéma en salle va devenir moins prédominant, et que ça va plutôt être des plateformes streaming en ligne. Donc c'est bien de développer Salto, MyCanal, mais aussi d'avoir le cinéma français sur aussi de grandes plateformes internationales. Bon, le mieux ce serait que nos plateformes deviennent internationales, mais bon, on va rester réaliste. Pour revenir au cinéma, en 2013, sur 200 films sortis en salle, seuls 20 sont rentables. Et aucun film français ayant dépensé un budget de plus de 10 millions d'euros n'est rentré dans ses frais. Et en 2011, 63% des films français n'ont même pas atteint la barre symbolique des 100 000 entrées. Il y a quand même de quoi critiquer quand même, je veux pas dire. Et au sujet de l'exportation, le roi de l'exportation chez nous, ça reste encore Besson, ce qui se fait de mieux en mêlant nos codes français à nous avec les codes américains,
dire, internationaux. C'est essentiellement l'Europe de l'Ouest qui reste notre principal marché international, avec en tête l'Italie, qui est le pays qui a le plus accueilli de spectateurs de films français en 2018, ce qui n'est pas étonnant vu qu'on est très proche culturellement. Les États-Unis restent le 4e marché, malgré une chute de 18% des entrées ces dernières années, avec 3,17 millions de spectateurs en 2018. Alors, aux États-Unis, les films français, ça marche. Oui. Mais les films français qui marchent, ce sont des films coproduits avec les Américains, avec des acteurs américains, produits en langue anglaise. Donc, en gros, la seule différence qu'il y a entre un film américain et un film français, c'est qu'il y a le logo Canal ou EuropaCorp au début. Sinon, c'est pas très différent. Donc voilà, moi j'appellerais pas vraiment ça un film français. J'appellerais des films avec de l'argent français. Ce qui est pas pareil. Le marché asiatique est un nouveau marché pour le cinéma français, et les Asiatiques apprécient les films français, à condition que ce soit des films d'action en langue anglaise. Donc voilà, donc en gros c'est les mêmes films qu'aux États-Unis. Il faut bien creuser pour trouver la French Touch. Et on peut pas trop leur en vouloir parce que, en fait, si tu fais la démarche d'aller voir un film français, c'est que tu t'attends à quelque chose de particulier. Et quand on fait des films qui sortent de l'ordinaire, comme on en fait trop peu, les gens sont pas habitués à ce que le cinéma français ce soit ça, et pour eux, ça fait simplement un sous-cinéma américain. En fait, on a tellement habitué les gens avec la nouvelle vague, avec des couples qui se disputent en fumant des clopes à Paris. La nouvelle vague, j'explique, c'est le fait de faire des films intimistes où on parle de nous, on parle des gens du quotidien, ce qui est parfait pour des drames sociaux, et on en a tellement fait qu'on a forgé à l'international le cliché du cinéma français, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on essaye de faire un film qui change de ça, qui essaye de sortir des sentiers battus, les gens vont pas trop le voir parce que ça leur fait bizarre. Ce qui fait que pour créer un nouveau cinéma français, il faudrait qu'on fasse plein de science-fiction, de fantastique, d'action, de thriller, qui eux vont se casser la gueule pour qu'au final, on habitue les gens à ce que le cinéma français ce soit autre chose que de la nouvelle vague. Et aucun producteur ne prendrait le risque de sortir un film à gros budget en sachant que ça ne correspond pas à ce que les gens attendent, et qu'au final, pour les Américains ou pour les Chinois, ça fait simplement du sous-cinéma américain. Parce que j'avais tourné la vidéo, le film Le Visiteur du Futur n'était pas encore sorti. Et ce film, c'est pas juste un bon film de SF français, c'est la concentration de tout ce que le web francophone peut exprimer en termes de talent et de passion qui arrive au cinéma. Donc s'il y a une solution à le cinéma français c'est de la merde, eh bien la solution c'est ça. Cours aller le voir, c'est une tuerie. Parce que si le film Le Visiteur du Futur ne marche pas, voilà ce qui va se passer. Les producteurs de cinéma français vont dire « vous voyez, la SF française, ça marche pas », et ne vont produire que des comédies avec Cadmerade et Franck Dubosc, tellement que le 18 février 2034, la plus grosse overdose de blagues de merde va envahir la France sous la forme d'une gigantesque vague de vomi. Et ce sera la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de clocher, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, je le dis très vite parce qu'en général c'est à ce moment-là que les gens zappent. Je prévois de faire une prochaine vidéo plus axée sur les solutions pour le cinéma français, les projets que je trouve intéressants. Ce sera pas forcément celle d'après, mais une prochaine. En tout cas, je suis en train d'écrire, en tout cas de trouver de chercher des informations. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et restez ouverts aux univers.